Voilà. Bonjour les amis. Je suis très heureux de vous retrouver pour le live de cet après-midi. C'est le mardi. Toujours un très beau jour. Voilà. On va attendre que tous les VIP se connectent pour qu'on puisse commencer. Voilà. Bien. Je vais essayer de rechercher qui sont les amis qui sont déjà sur la place. Allez-y. Dédicace à Mame Diarra Daj. Voilà, loolu ku mu neex sama yoon nekk aussi ku mu neexul sama yoon nekk aussi. Dédicace à Mame Diarra Daj. Voilà. Oh, je vois pas les commentaires. Mais Bamba, j'ai pas vu ton coucou, j'ai vu aucun message. Ah, ça c'est ma sœur d'amour. Voilà, c'est la meilleure. Elle est inspirante celle-là. Elle est énorme, Anne-Marie Fall. Je saluerai jamais assez tout le travail de sensibilisation que tu fais pour réveiller tout le monde sur les risques, notamment du Covid-19. On est très fiers du travail que tu fais, très très fiers. Excusez-moi, je suis en train de calibrer un peu. Voilà. On est très fiers du travail de sensibilisation que tu fais. Tu le fais très bien, tu le fais avec doigté, tu nous réveilles. Et beaucoup de parents ne comprennent pas les enjeux liés notamment au Covid, mais tu nous rassures, voilà. Et on est très fiers de ça, voilà. Voilà. Donc, écoutez un peu cette dédicace à ma chérie, le temps qu'il y ait encore un peu plus de personnes connectées et on démarre. Laissez-moi juste l'occasion de déguster ce café. Je vous remercie.
Alors, il faut que je mette ma veste avant que ma grande sœur ne me dise quelque chose. Voilà. Voilà, grande sœur. J'ai mis ma veste. Elle est à l'endroit, je crois. Il faut vraiment que je rectifie ça. Ma caméra. Voilà. Je crois que c'est mieux comme ça. Voilà. Donc, je salue aussi Khalifa Diaby, qui vient de se présenter, l'excellent Khalifa Diaby, qui nous fait des lives d'enfer sur la création publicitaire. Voilà. Je voudrais sincèrement l'en féliciter. Il fait un très très bon job. De même que l'ensemble des jeunes qui vraiment interviennent avec beaucoup de dextérité, beaucoup de doigté et beaucoup de bonheur sur notamment Marketing TV Monde. Voilà, bien. Alors là, Bamba, j'ai pas encore tes nouvelles. Faut que... Voilà. Matar Amassignan est là, oui. Le grand Matar Amassignan, vraiment, il est génial ce jeune aussi, il fait de très très belles choses. Voilà. La Bamba Sec avec ses belles émissions où il fait vraiment une très très belle synthèse des échanges que nous faisons. Il le fait dans un langage très compréhensible, très accessible et vraiment c'est particulièrement en tout cas intéressant pour nous. D'accord, voilà, bien. Alors, bien. Bon, je crois que voilà. Voilà. Bien. Donc, bonjour à tout le monde, enfin bonsoir à tout le monde. J'imagine que vous êtes tous des fans ou en tout cas des personnes qui aimaient bien ce groupe qui s'appelle Pape et Cher, qui fait du très bon live, qui est bon pour les gens âgés comme moi, voilà. Hein. Et on l'écoute avec beaucoup de plaisir, voilà. Juste le temps de... Tu es mieux en costume complet. Oui, Anne-Marie, oui, c'est pourquoi je suis en train de bien le faire là. Je suis en train de bien le faire, voilà. Donc je partage rapidement sur ma page pour permettre aussi à tout le monde de suivre, voilà. Je vais mettre le titre un peu plus tard, mais le titre de notre échange d'aujourd'hui, c'est pas très compliqué. Notre échange d'aujourd'hui porte notamment sur les outils d'évaluation de la qualité. Donc il y a des outils internes et des outils externes. Comme j'ai eu à le dire plusieurs fois, c'est pas la peine de se précipiter, on va y aller doucement pour montrer le savoir petit à petit. On n'a pas de pression, on n'a rien qui nous fatigue, on va y aller doucement. Le plus important, c'est que tout le monde comprenne et puis qu'on puisse avancer et qu'on puisse avoir de bons feedbacks, mais aussi que ceux qui regardent puissent notamment gagner en tout cas ou avoir un plus par rapport à ce que nous sommes en train de partager. Voilà, bien. Donc je crois que lors du dernier live, on est revenu notamment sur notamment les méthodes d'évaluation de la qualité des services. Dans un live précédent, on avait présenté la méthode Servocall, qui est proposée par Zeitam, Le Parasouramon et Berry, et qui avait identifié 5 sources d'erreurs, et aussi notamment ce qu'ils ont appelé les 10 déterminants de la qualité. Voilà, ça je crois qu'on l'avait parfaitement bien partagé. Sur le live dernier, je crois qu'on a rappelé aussi notamment toujours ce même outil de la Servocall, mais selon
le décortiquage qui en a été fait par Bertrand de Quatre-Barbes, en sortant 13 sources d'erreurs, on en a profité aussi pour rappeler les 10 déterminants de la qualité. Voilà. Donc je voudrais aujourd'hui qu'on puisse parler maintenant notamment des outils de mesure de la qualité, parce que il est important d'avoir un système qualité, il est important d'avoir des normes, d'avoir des indicateurs, de mettre en place un système de monitoring, tout ça c'est très bien, mais il faut qu'il y ait des outils qui nous permettent justement de contrôler la qualité et de renseigner le système de monitoring afin notamment d'entrer dans un processus d'amélioration continue, comme l'avait proposé Deming, qui est un peu le père moderne notamment de la qualité. Voilà, bien. Alors, superbe. Bien. Alors, donc, mesurer la qualité des services, c'est à la fois donc le point de départ et le point d'arrivée d'une démarche qui vise à satisfaire le client. Ça, il faut très très bien le comprendre. Voilà. Je crois que dans la littérature récente de ce qu'on a appelé le CRM, l'idée aujourd'hui, c'est de dire il faut que les clients puissent avoir ce qu'on appelle un effet wow, qu'ils puissent notamment, à l'issue du processus de consommation du service, être complètement enthousiasmés. Et pour ça, d'autres concepts ont été fait ressortir en tout cas, comme par exemple le concept de parcours client, comme par exemple le concept aussi d'expérience client. Et donc c'est très important, notamment, de vérifier que la promesse faite au client va être respectée de son entrée à sa sortie, en gérant deux choses. La première chose, c'est de s'assurer qu'il ait une très bonne expérience, donc ça c'est très important, et pour ça il faut bien le comprendre et s'adapter de manière continue. La deuxième chose, c'est de travailler en fait, enfin la condition en tout cas pour que l'expérience soit bonne, c'est de travailler le parcours du client pour voir notamment l'ensemble des étapes clés par lesquelles le client va passer, d'identifier les sources d'erreurs possibles et notamment de mettre en œuvre les actions correctives ou les actions d'amélioration pour que le client puisse à l'arrivée avoir une expérience particulièrement positive. Voilà. Donc, la qualité du service, c'est pas quelque chose qu'on évalue mensuellement ou hebdomadairement ou par semestre. Voilà. C'est un contrôle qui doit être un contrôle systématique. Parce que n'oubliez pas, les clients insatisfaits, généralement, ne réclament pas. Et quand les clients ne réclament pas, ben, ils vont dire à d'autres clients qui ne sont pas contents, vous ne le saurez pas. C'est pourquoi si vous attendez un mois, une semaine ou 3 mois pour vérifier la qualité de votre service, vous risquez entre-temps de perdre énormément de clients. C'est pourquoi il est important très rapidement de pouvoir notamment mesurer la qualité des services. Voilà. Pour ça, il y a notamment un ensemble de questions auxquelles toute entreprise qui est dans la prestation de service doit pouvoir notamment apporter des réponses. Parmi ces questions, c'est quels sont les aspects qui sont importants pour le client. Ça ne s'invente pas. Il est important de se poser ces questions. Qu'est-ce qui est important pour le client? Quels sont les aspects qui nécessitent une amélioration immédiate? Comment est-ce que le personnel influe-t-il sur la satisfaction du client? Est-ce que les concurrents ont un meilleur rendement que nous? Et comment est-ce que l'information obtenue sur le monitoring de la qualité nous permet notamment d'orienter nos activités futures, donc notamment de pister ce qu'on appelle des services à valeur ajoutée, que ça soit des services différenciateurs, que ça soit notamment ce qu'on appelle des services de base annexes. Quoi qu'il en soit, il est important notamment de pouvoir contrôler comment est-ce que le client vit son expérience, comment est-ce qu'il vit son parcours, comment est-ce qu'il perçoit la qualité, comment est-ce que nous lui délivrons la qualité et quelles sont les choses à ajuster pour qu'on puisse justement, de manière continue, non pas de manière ponctuelle, non pas de manière périodique, mais de manière continue. J'avais dit que l'enjeu essentiel de la stratégie de marketing des services, c'est la régularité de la qualité du service. Et ça, notamment, c'est particulièrement important. Voilà. Alors, la qualité du service peut être mesurée de deux manières. Il y a ce qu'on appelle les mesures internes, notamment. Les mesures internes d'évaluation ou de contrôle de la qualité du service sont les mesures qui sont liées à l'évolution du processus de production du service, ce qu'on appelle la serviction. Hein. C'est un terme un peu barbare du marketing. Serviction, c'est deux mots qu'on a mis ensemble comme ServQual. ServQual, c'est Service Quality. Hein. C'est 3 chercheurs français, j'avais dit. En tout cas, c'est des chercheurs qui étaient à HEC Paris. Voilà. Et la serviction, c'est un concept qui a été créé par Aiguier et Langeard, qui sont deux chercheurs canadiens, d'accord, pour lesquels, notamment, le concept, c'était comment produire un service. Pourquoi donc c'est service production,
donc serve, service, production, donc uction, hein, donc notamment la serviction qui est le système de production des services, qui a été en tout cas une méthode ou une approche extrêmement originale, qui a extrêmement boosté aussi les connaissances et la pratique dans le domaine des services, parce que contrairement à l'industrie où on fabrique d'abord, ensuite on vend, en service la production se fait en temps réel et avec la participation du client, et il avait très très bien travaillé ce concept qui est jusqu'à aujourd'hui un outil fondamental, non seulement pour déterminer le service, pour organiser le service, mais surtout pour notamment contrôler et monitorer la qualité du service. J'avais dit que le système qualité d'une entreprise de service doit être adossé au système de service, d'accord? Donc, il faut évaluer la qualité, notamment au niveau interne, en regardant est-ce que le système de production du service, notamment, est un système qui respecte les normes que nous avons définies. Ça, c'est fondamental pour pouvoir éventuel et prendre des mesures correctives. Voilà. L'autre aspect maintenant, c'est de diagnostiquer ou d'évaluer ce qu'on appelle les problèmes ou en tout cas les défaillances externes. C'est très important parce qu'il y a des défaillances qui peuvent venir notamment de facteurs externes, de la clientèle, des prestataires, etc., et qui peuvent notamment avoir un impact sur la qualité du service. D'accord? Alors, les défaillances internes donc, c'est les causes d'insatisfaction des consommateurs, notamment, qui vont intégrer les deux mesures et précisent les différents aspects à évaluer. Donc la satisfaction domine la pyramide, étant donné qu'elle représente l'objectif premier de l'entreprise. Tout ce qui est visé dans l'évaluation de la qualité, c'est d'améliorer la satisfaction du client. Donc très rapidement, on va essayer de présenter les principales méthodes utilisées pour faire notamment les principales mesures externes pour notamment évaluer la qualité du service. D'accord? On peut retenir 5 méthodes essentielles. 5 méthodes essentielles. Certainement qu'il y en a plusieurs, mais on va s'arrêter à ces 5 méthodes essentielles. La première méthode, c'est la méthode qu'on appelle la méthode de l'incident critique. D'accord? La méthode de l'incident critique, c'est un excellent outil d'analyse notamment des défaillances externes de la qualité. Les défaillances, la méthode de l'incident critique, c'est quoi? C'est quand un incident survient entre un prestataire et un client sur la fiabilité de l'information qui a été fournie. D'accord? Pourquoi? Parce que le prestataire a donné une information qui n'est pas conforme à ce que le client pensait, ou parce que le client a apporté une information au prestataire que le prestataire, notamment, ne sait pas, ou en tout cas pour lequel il n'était pas préparé, ou pour lequel il pensait que ça n'a pas encore démarré. Et ça crée un incident. Ce type d'incident est très important à voir, parce qu'il permet de voir notamment l'impact des erreurs de communication sur la clientèle. Je peux donner un exemple très simple. Okay? Imaginons un client qui veut voyager sur une compagnie aérienne, d'accord, qui va notamment dans les compagnies à l'AIBD, il va à Air Sénégal International, voilà, il va dire que je veux un billet pour aller au Mali, par exemple, d'accord. On lui dit, oui, mais le billet, monsieur, c'est 350 000 francs ou bien 420 000 francs. Il va dire, non, mais attends, le billet est en promotion, là, normalement de 20%. Donc, vous n'êtes pas à jour, là, c'est pas la bonne chose. Ben, monsieur, comment est-ce que c'est possible? Ben, justement, parce que j'ai vu votre publicité dans tel journal ou dans tel magazine, ou je l'ai vu sur la rue, etc. Et vous êtes à 20% de réduction jusqu'à d'ici un mois. C'est pourquoi, d'ailleurs, je suis venu acheter à Air Sénégal International. Ça, par exemple, c'est un incident. Parce que le prestataire qui fait la prestation, lui, ne sait pas qu'il y a une promotion. Et le client, lui, est convaincu qu'il y a une réduction. Voilà. Ça, c'est des erreurs énormes qui peuvent arriver. Et c'est le genre d'incident qu'il ne faut pas cacher. C'est le genre d'incident à traiter de manière absolument claire. Et ça peut être dû à l'un des principaux facteurs d'ailleurs qui amène ça, c'est que chez nous, on aime bien parler de beaucoup de choses sans faire attention ou sans évaluer le danger de l'information que nous fournissons. Voilà. Alors, je prends un exemple très simple. Si par exemple Mohamed Khan travaille chez Air Sénégal International, c'est un manager là-bas, il est au courant des décisions stratégiques et tactiques, ok? Il a une très très belle femme, comme Mame Diarra Dak d'ailleurs, voilà. Et le soir, ça va être, alors chérie, ça va? Oui, mais alors, et ta réunion? Ben, la réunion, ça a été un peu dur, voilà, parce qu'on discutait, mais là, on a décidé qu'on va faire une réduction de 20%, mais ce sera dans un mois. Ok? Mame Diarra, qui a une copine qui doit voyager au Mali,
qui lui fait, mais écoute, il faut aller chez Air Sénégal International, ils sont en promotion là, c'est pour un mois, hein, voilà. Sa copine, bien sûr, va à l'agence, à l'aéroport par exemple, et va dire, ben, vous êtes en promotion de 20%. Alors que c'est une décision qui est prise, mais le délai de mise en œuvre n'est pas encore atteint. Et généralement, on n'informe pas très tôt le personnel de contact des décisions qui viendront dans un mois. On les informe dans un délai plus court pour leur éviter aussi d'avoir des problèmes. On les informe sur une semaine avant ou des trucs comme ça pour les briefer, mais jamais un mois à l'avance. Sinon, ils risquent d'être complètement embrouillés. D'accord? Ou l'information risque de tellement se disséminer que certains clients peuvent reporter leur voyage pour, par exemple, bénéficier de la remise. Voilà. Alors, donc on va se dire, mais comment ça se fait que le client est au courant que nous, on va faire une remise de 20%? Et ce qui va se passer, c'est que, notamment, peut-être on ne comprendra pas, alors que peut-être que moi-même, Mohamed Khan, le manager qui se plaint, oui, comment ça se fait que le client a l'information, ben c'est moi qui l'ai dit à ma femme, qui l'a dit, etc. Ou bien ça peut être l'inverse, ça peut être la femme, ma femme qui me l'a dit, et moi je le dis à une amie ou à un ami ou à un parent, et derrière, notamment, ça se traduit par des incidents de ce genre. Donc ça, c'est des choses à éviter. Il y a autre chose qui aussi peut être à l'origine des incidents critiques. C'est par exemple le cas de plusieurs entreprises qui ne font pas très attention au suivi de leur campagne publicitaire et promotionnelle. Ça, c'est aussi un drame au Sénégal. Voilà. Beaucoup de gens font des campagnes, notamment des campagnes d'affichage. C'est très bien, ça remplit toutes les grandes artères parce que vous êtes en promotion, par exemple, sur une période. Mais ce qui se passe, c'est que à la fin de la période, généralement, la régie publicitaire, elle regarde son business. Elle se dit, OK, j'ai des panneaux qui ne sont pas loués. Le client l'avait loué pour un mois c'est fini. Mais comme je n'ai pas un autre client, ben je laisse le panneau. C'est ce que font la plupart des régies publicitaires. Et généralement, l'annonceur, au lieu d'aller contrôler que ces panneaux ont été enlevés, il ne les contrôle pas. Donc il laisse comme ça parce que ça lui fait plaisir aussi que sa marque circule. Sauf qu'il y a une information sur le panneau qui risque en fait d'induire en erreur le client et de créer notamment de créer des incidents et quelquefois ça fait des incidents extrêmement chauds. Je suis sûr que les prestataires qui sont parmi nous, qui nous regardent parmi nous, ont déjà vécu des cas comme ça où le client est convaincu qu'il a raison alors qu'il a absolument tort parce qu'il a vu une information dont il pensait que c'est une information réelle, fiable, alors que l'information n'était pas fiable parce que nous n'avons pas parfaitement géré le processus de gestion de la fiabilité de l'information. N'oubliez pas que un des déterminants de la qualité du service, c'est justement la fiabilité du service, la fiabilité de l'information. Voilà. Je ne sais pas si c'est bien compris, mais ça, c'est des erreurs que quand ils interviennent, on ne discute pas seulement pour laisser, c'est des choses qu'il faut vraiment noter sur des fiches de non-conformité afin de pouvoir ensuite apporter des solutions. On parlera plus tard de comment apporter des solutions. Je suis sûr que les fans du diagramme d'Ishikawa sont très contents de pouvoir en discuter. On en parlera la prochaine fois certainement. Voilà, bien. La deuxième méthode, notamment d'évaluation de la qualité des services, c'est la gestion des réclamations. Ça, c'est un gros problème chez nous. Voilà. Beaucoup de gens pensent que la réclamation, il s'agit juste d'avoir un numéro. D'ailleurs, souvent, on confond numéro consommateur et numéro réclamation. Ça aussi, il y a énormément de confusion là-dessus. Beaucoup d'entreprises disent, oui, on a un numéro pour les clients. Mais attention, il y a un numéro pour informer les consommateurs. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle le numéro consommateur ou le service consommateur. Et ensuite, il y a un numéro qui n'est pas pour informer, mais qui est pour collecter les défaillances, les erreurs, les incompréhensions et apporter des corrections. Donc, il est important de toujours distinguer les canaux, notamment par lesquels le client doit passer pour avoir des informations, pour mieux comprendre, etc., des autres canaux dont l'objet est d'accueillir notamment les plaintes des clients, leurs incompréhensions, leurs défaillances, leurs problèmes, afin de leur chercher des solutions dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Donc, la réclamation suppose déjà de mettre en place un système, pas un numéro, mais un système de gestion des réclamations. La réclamation dans une entreprise de service doit correspondre à un système de serviction. C'est vraiment très important. Il faut une serviction, notamment, de la gestion des réclamations. Depuis, notamment, la prise de la réclamation ou l'écoute client jusqu'à la correction de l'erreur qui a été perçue, proposée ou en tout cas dénoncée par les clients, que l'erreur soit justifiée ou pas. Parce que quand c'est justifié, on corrige. Quand ce n'est pas justifié, on informe clairement le client pour qu'il comprenne que c'est lui peut-être qui a très mal compris. On le met à jour en fait. Voilà. Parce que aussi,
On ne donne pas au client plus que ce qu'il a droit. Ça, je crois qu'on l'avait très très clairement dit. Voilà. Bien. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que beaucoup d'entreprises travaillent aujourd'hui à mettre en place un système d'écoute client. C'est très important. Le CRM déjà encourage énormément ce genre d'initiative, mais même en dehors du CRM, il est important de mettre en place aussi énormément de ce qu'on appelle des touch points, c'est-à-dire des points de contact avec la clientèle pour lui permettre en fait de pouvoir nous donner son feedback, de pouvoir nous donner notamment son point de vue. À ce niveau, il est important, par exemple, certaines entreprises le font, de créer des pages Facebook ou des trucs comme ça, des pages sur Twitter, enfin des pages en tout cas, pour permettre aux clients de pouvoir faire des réclamations. Ils ont aussi notamment des applications sur leur site internet qui permettent aux clients là aussi de faire des réclamations. Ils ont éventuellement aussi un numéro de téléphone auquel le client peut accéder généralement 12 heures sur 24 ou même quelquefois 24 heures sur 24. Vous connaissez tous les numéros de la Senelec, de l'ONAS, etc. qui sont accessibles 24 heures sur 24 et qui sont des numéros qui servent notamment pour la gestion des réclamations et qui sont différents d'autres types de numéros qui servent à autre chose. Voilà, bien. Donc, il ne s'agit pas seulement de prendre les réclamations. Les réclamations, il faut les qualifier. C'est très important. C'est pourquoi, quand on met en place un système qualité dans une entreprise de service, quel que soit le niveau 1, même si c'est une démarche qualité, il est important de mettre en place ce qu'on appelle toute la documentation qualité. Ça ne sert à rien de dire oui, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, mais bonjour monsieur, il y a un client qui s'est plaint hier parce qu'il avait tel et tel problème. C'est quel client? Il était où? C'était dans quelles conditions? Généralement, c'est pas. Il y a des entreprises qui ne renseignent pas ce genre de choses-là. Il est important maintenant d'avoir des fiches de réclamation. Il faut renseigner ça. Il m'est arrivé d'aller dans une quand même. Je devais leur faire une formation, mais comme nous avons l'habitude de le faire, avant de faire une formation, on fait ce qu'on appelle un pré-diagnostic. On le fait gratuitement, ça pose aucun problème. Voilà. Et on était allé voir comment est-ce qu'eux, ils gèrent en fait leur clientèle dans leurs agences. Et quand je suis allé, j'ai vu une sorte de cahier qu'on appelait cahier de réclamation. Alors, j'ai ouvert le cahier de réclamation et on y montrait chaque jour les gens qui venaient. Oui, mais c'est qu'il y a tel problème, il y a tel problème, etc. Et derrière, de l'autre côté de la page, alors je vois le manager qui donne des réponses en rouge, quoi. Oui, monsieur, ça se fera. Oui, monsieur, c'est pas ça. Oui, monsieur, vous n'avez pas compris, etc., etc. Et j'étais mort de rire dans l'agence. Alors, quelqu'un s'est approché de moi pour dire, mais monsieur, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, non, mais ce sera difficile à comprendre, tu vois. Et après, il y a le manager lui-même qui me dit, mais pardon, monsieur Ken, qu'est-ce qui se passe avec notre cahier? Je lui ai fait, mais votre cahier est génial, quoi. Voilà. Déjà, il y a des gens qui réclament, vous faites un service public, c'est pas la peine d'indexer quelqu'un, hein, voilà. Parce que cette entreprise n'existe plus, elle a perdu son marché récemment, voilà. Pour vous donner de bonnes informations. Alors, donc, je leur dis, les clients réclament, vous savez pas c'est qui. C'est quelqu'un qui vient dire, je suis pas content parce que ma facture n'est pas venue à temps, parce que j'ai des problèmes de compteur, parce que. On ne sait pas c'est qui, on ne sait pas c'est quoi son numéro d'abonné, on ne sait pas où est-ce qu'il habite, rien, tous nada, on ne sait pas. Ok? Donc on ne le qualifie pas. De l'autre côté, le manager, lui, ou en tout cas celui qui s'occupe de ça, tous les jours il prend le cahier et il répond. Et on ne sait même pas si le client qui avait écrit la réclamation viendra lire le cahier pour voir s'il a la réponse. Et rien, il n'est écrit nulle part au client que si vous écrivez une réclamation, venez 2 jours plus tard ou venez le lendemain pour voir la réponse, etc. Parce que la réclamation elle-même n'est pas adressée. Forcément, la réponse n'est pas adressée et donc la communication ne passe pas. Ce qui va faire que les clients vont toujours se plaindre. Oui, mais on leur a dit, on est parti à l'agence, on leur a dit, on a écrit. Après, l'agence aussi se plaint, les clients sont difficiles, on a expliqué, on a écrit, on leur a éclairci ça, tout ça par écrit et tout, mais ils ne lisent pas. Et ça, beaucoup d'entreprises le font. Et après, on dit que le client est mauvais. Le client n'est pas mauvais, le client est toujours un roi. Voilà. Il est important, notamment, de faire très attention à ça. La réclamation, ce n'est pas seulement un numéro qu'on met, ce n'est pas seulement une page Facebook qu'on met, c'est un système, notamment de collecte des informations sur les défaillances, sur les insatisfactions, les incompréhensions avec la clientèle. Et ce système doit être accouplé à notamment à un ensemble de procédures de traitement de ces réclamations. Jusqu'en bout ou jusqu'à l'arrivée du traitement, où le client lui-même doit certifier que la réclamation a été satisfaite parce qu'il y avait une défaillance de la part de l'entreprise. L'entreprise l'a corrigée, soit parce que la défaillance n'était pas de la part de l'entreprise, c'est le client n'a pas compris et que le client atteste que c'est lui qui n'a pas compris. C'est comme ça qu'on gère. Ça nous permet en fait de voir quels sont les problèmes qui sont survenus, quelles sont les réponses qu'on a données,
parce que quelquefois aussi on peut ne pas avoir donné, quelles sont les réponses qu'on n'a pas pu donner, et en ce moment-là, on pourra justement mettre en place ce qu'on appelle un système d'amélioration continue, c'est-à-dire voir quelles sont les erreurs qui viennent, et sur la base des erreurs, mettre en place de nouvelles procédures, une nouvelle offre de service, changer un peu le personnel ou le former. Ça dépend des actions à mener, et ça va être deux types d'actions. Soit c'est des actions de correction, c'est-à-dire par exemple c'est un personnel qui parle mal à la clientèle, c'est pas la peine de revoir le système, il faut juste sensibiliser le prestataire pour qu'il puisse améliorer sa communication avec les clients. Donc là, on est dans une action de correction. Quelquefois, c'est la procédure elle-même qui pose problème. Et là, on est dans ce qu'on appelle une action corrective, parce que l'action corrective corrige le système pour qu'il puisse mieux s'adapter à la aspect maintenant, enfin le troisième aspect sur lequel je voulais un troisième outil d'évaluation de la qualité des services, c'est ce qu'on appelle le client mystère. Voilà. Donc ça, beaucoup de gens en parlent, le client mystère, le client mystère, le client mystère. C'est vrai que ce n'est pas une technique à ma connaissance, hein, mais je ne suis pas un grand connaisseur. Et le client mystère aussi, par essence, il est mystérieux et caché. Il n'y a pas beaucoup de pratiques de client mystère au Sénégal. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui le font. Voilà. Alors que c'est un très très bon outil. Alors, autant la méthode de l'incident critique va évaluer notre communication avec le client, autant la gestion des réclamations va voir quelles sont les défaillances que les clients perçoivent, qu'elles soient avérées ou pas, autant la méthode du client mystère a pour objet d'aller évaluer en fait la manière dont les prestataires rendent le service. Donc la méthode du client mystère n'est pas focalisée sur le client, mais sur le prestataire lui-même. On voit est-ce que le prestataire fait bien son travail. Voilà, bien. Alors, généralement, dans les bonnes entreprises de service, 1 à 2 fois pendant l'année, cette évaluation est faite. Elle est faite quelquefois 1 fois. Mais généralement, on ne le fait pas souvent. On ne le fait que 2 fois de manière périodique, en fait, pour nous assurer que tout se passe bien. Parce que quelquefois, on a des feedbacks, la direction a des feedbacks, comme quoi tout marche bien, etc. Mais on va essayer de voir est-ce que réellement tout marche bien, est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on a réglées sans l'écrire, etc. et tout. Donc ça permet de voir ces problèmes-là. D'accord? C'est aussi un outil extrêmement parfait, très bon, quand par exemple vous avez des problèmes particuliers sur des agences, où réellement il y a des problèmes importants, ou quand il y a par exemple des clients avec qui on a des problèmes récurrents. Dans des cas comme ça, l'une des meilleures manières d'arbitrer pour voir d'où vient le problème, c'est d'utiliser la méthode des clients mystères. Alors les clients mystères, c'est quoi? C'est tout simplement des clients professionnels. Ce n'est pas n'importe quel client. L'entreprise elle-même, mais généralement, elle le délègue en prestataire externe, comme nous par exemple. Et nous, on va aller chercher par exemple des clients professionnels. Et ce qui se passe, c'est que, comme je l'ai dit, c'est une approche, une mesure d'évaluation de la qualité. Ces clients professionnels, on va d'abord les briefer sur notamment le système de séduction qu'il va lui évaluer. On va le briefer sur notamment les normes de qualité, d'accord? Et on va le briefer aussi sur les éléments à évaluer. L'élément peut porter sur le prestataire lui-même, son habillement, sa communication avec les clientèles, son environnement de travail, la qualité d'organisation, la propreté, etc. Tous ces éléments-là, on briefe en fait le client pour le préparer. Ensuite, maintenant, notamment, on va l'exercer en le mettant dans des conditions pour que le jour J, il ne puisse pas être surpris. Donc, on le prépare dans des très, très bonnes conditions. Voilà. Ensuite, maintenant, on lui donne les moyens d'aller se comporter comme un client. Voilà. Et donc, il va aller, lui, directement sur le terrain et il va se comporter comme un client. Maintenant, il aura des consignes. D'accord? Quelquefois, par exemple, on verra que, par exemple, on a beaucoup de prestataires qui sont très orgueilleux, qui ont une grande fierté, qui n'aiment même pas qu'on les regarde de travers, etc. et tout. Ben, on va dire aux clients en mystère, il faut aller à la caisse 7, à la caisse 2 ou à la caisse 3. On lui donne les cibles, en fait, en lui disant, quand tu y vas, essaie de te montrer un peu orgueilleux, voilà, d'être quelqu'un de très pompeux. On va voir, voilà. Mais souvent, on s'assure toujours que la politesse soit de mise et qu'il n'y ait pas d'excès. C'est très important dans tout ce qu'on fait. Même dans le recrutement ou en matière commerciale, on préfère certaines méthodes, comme par exemple ce qu'on appelle la méthode de l'enfer ou ce qu'on appelle la mise en situation. Toujours, on essaie de ne pas aller vers des excès pour ne pas aussi dégoûter le personnel, le front office, le premier client interne de l'entreprise. C'est le premier client de l'entreprise, en fait, avant le client externe. Donc, on ne va pas les dégoûter, il n'y aura pas d'insultes, il n'y aura pas des mots débordés, mais il y aura peut-être des petits comportements. L'histoire, c'est juste de tester pour voir comment est-ce que ces personnes résistent ou pas. Donc, ça aussi, voilà, c'est des sortes
de crash test si, dans le cadre de l'automobile, par exemple. Voilà. Si, par exemple, c'est une nouvelle agence, ou quand on est dans une zone de chalandise où il y a beaucoup de gens qui se comportent comme ça, on fait un crash test pour voir est-ce que les gens résisteront à ces types de comportements ou pas, et ensuite, voilà, bon. Voilà. Donc ça, c'est la méthode du client mystère. Et les clients, ils doivent avoir une bonne mémoire pour qu'à l'arrivée, ils puissent renseigner correctement, notamment les outils qui seront en fait renseignés aussi dans le système de monitoring de la qualité de l'entreprise de service. Voilà, bien. Le quatrième outil d'évaluation de la qualité des services, donc notamment outil externe toujours, c'est notamment la carte de commentaires. La carte de commentaires, j'en avais parlé la dernière fois, c'est un outil qui permet de faire une surveillance systématique de la qualité des services. J'avais dit que quand vous êtes par exemple quand vous faites des vols longs ou moyens courriers, je crois que ça se fait encore, hein, voilà, je crois que ça se fait encore, dans les compagnies aériennes, en général, avant l'atterrissage, souvent après la dernière boisson ou avant, je ne sais pas, je crois que c'est après la dernière boisson, on vous donne un petit questionnaire de 4-5 questions où on vous demande d'évaluer la qualité du service à bord. D'accord? Ça se fait. Okay? Et l'idée, c'est que ça permet, par exemple, à chaque compagnie aérienne, à chaque fois qu'un avion descend, d'avoir le feedback des clients. Et ça permet de faire des analyses énormes, voilà, entre un vol et un autre, entre les équipages, entre notamment les vols reliant certaines zones ou d'autres zones, etc. Et ça permet de s'adapter par rapport soit au personnel qu'on met en place, soit à la longueur du vol, soit au confort du vol, etc. Donc on pourra mieux s'adapter parce qu'on a une évaluation en continu de la satisfaction des clients. Voilà, bien. Sauf qu'ils le font généralement après avoir donné la dernière boisson. Mais bon, je ne sais pas si c'est une très bonne idée. Alors, c'est le cas dans les hôtels. Quand vous allez dans certains grands hôtels, enfin en tout cas certains pas grands mais bons hôtels, je crois que l'important de un hôtel c'est un bon hôtel. Quand vous allez dans certains bons hôtels, ce qui se passe c'est que tous les jours vous avez une carte qu'on vous demande gentiment de signer. Généralement c'est après le petit déjeuner, c'est 3-4 questions sur notamment par exemple le service de chambre, sur l'accueil, sur etc., etc. Et tous les jours vous donnez une notation. Voilà. Sachant que le client il agit sur le vif. Donc s'il n'est pas content, généralement il ne se cache pas. Il va aller mettre une note qui n'est pas la meilleure note, parce que quand on évalue sur une échelle de 1 à 5, le client, quand il met 3, c'est dangereux. Voilà. Quand le client dit oui, il met 3, ça veut dire que c'est passable. Voilà, 3 n'est pas une bonne note. Donc quand le client n'est pas très content, mais vous êtes là, vous lui donnez le truc, il ne va pas mettre une mauvaise note, il ne va pas mettre 2 ou 1, il va peut-être mettre un 3 pour être mais ça, c'est des notes à aller creuser pour voir est-ce que le client réellement n'a pas des choses sur lesquelles il n'est pas vraiment très content. C'est comme je vous le disais, en matière de service, la qualité, elle est totale ou elle n'est pas. Le client, soit il est très content, soit vraiment il n'est pas content, c'est très mitigé. Et ça, c'est des choses qu'il faut identifier et pouvoir apporter des rectifications. Voilà. Dans les cartes de commentaires, c'est ça. C'est des petits questionnaires de 4-5 questions qu'on pose aux clients, pour lesquels on demande aux clients d'évaluer la qualité des services de manière systématique. Voilà, ça peut être de manière quotidienne pour les hôtels, ça peut être pour chaque vol, notamment dans les compagnies aériennes, ça peut être d'une autre manière dans les autres types de services ou dans les banques, etc. Voilà, bien. Le dernier outil d'évaluation externe de la qualité, c'est l'enquête de satisfaction. Alors, l'enquête de satisfaction est extraordinaire. Beaucoup d'entreprises maintenant croient qu'il faut faire l'enquête de satisfaction une fois par an. Je ne crois pas que ça soit une très très bonne idée, notamment dans certains cas, parce que tout dépend en fait de ce qu'on appelle l'intensité et la longueur de l'interaction avec la clientèle. Plus l'intensité est importante, plus il y a d'intensité dans le contact avec la clientèle, plus l'interaction est longue, plus le nombre de prestations est important, plus il faut raccourcir les délais de réalisation, notamment de l'enquête de satisfaction. Ça, c'est vraiment très important. Donc, au lieu de le faire par 1 an, on peut le faire par 6 mois ou quelquefois le faire par 3 mois. Tout simplement, ce n'est pas la peine de faire beaucoup plus par 3 mois. D'accord? Maintenant, l'enquête de satisfaction, c'est une vraie enquête où on cherche à évaluer notamment la satisfaction du client. Et par exemple, souvent, on va essayer notamment de partir parce que pour faire l'enquête de satisfaction, on ne se réveille pas seulement pour dire au client est-ce que vous êtes satisfait ou est-ce que vous n'êtes pas satisfait. On cherche à creuser en profondeur pour voir d'abord, parce qu'on a une clientèle, mais n'oubliez pas que, comme je le dis, la segmentation, il y a 3 niveaux de segmentation. Il y a la segmentation stratégique, qui est plus une segmentation liée au management, c'est du corporate. Il y a la segmentation marketing, qui est la configuration du marché.
et il y a ce qu'on appelle la micro-segmentation qui est notamment le redécoupage de notre propre clientèle. On parle donc de micro-segments, d'accord? Donc, il est important que l'enquête de satisfaction ne soit pas globale, mais qu'elle prenne en compte la micro-segmentation, qu'elle prenne en compte les services qui sont délivrés, qu'elle prenne en compte les conditions même de délivrance des services, qu'elle prenne en compte l'écoute client, qu'elle prenne en compte la gestion de la réclamation des clients, qu'elles prennent en compte l'évaluation de l'ensemble du cadre de prestation, c'est-à-dire notamment l'univers matériel, le personnel de contact, le cadre dans lequel et l'ambiance dans laquelle ça se fait, et les critères, comme je l'ai dit, de prestation, la rapidité, tout ça, etc. Tout ça, c'est des facteurs à prendre en compte, notamment dans l'enquête de satisfaction du client, avant maintenant d'aller demander au client quelle est sa satisfaction globale et surtout, quelles sont ses recommandations pour améliorer la qualité du service. Alors, dans beaucoup de modèles d'enquête de satisfaction de la clientèle, on propose dès le départ de demander au client est-ce qu'il est globalement satisfait, oui ou non, et ensuite on va sur les critères plus précis, notamment d'évaluation de la qualité des services. Bon, personnellement, je ne pense pas que ça soit, au Sénégal en tout cas, une très très bonne approche. Pour une raison très simple. Quand vous dites à quelqu'un est-ce que vous êtes content ou pas, il vous donne un sentiment global tout de suite. Et après, maintenant, ce qui se passe, c'est que dans le détail, il peut avoir un sentiment ou une évaluation qui est contraire à l'évaluation globale. C'est pourquoi, pour moi, ça c'est mon point de vue personnel, il est important de s'accompagner du client dans le processus d'évaluation. Ça ne pas partir en fait de l'évaluation globale, mais de partir notamment des critères, notamment pour voir son évaluation, jusqu'à l'arrivée. Et l'avant-dernière question, ça va être quelle est votre appréciation globale. Et là, notamment, le client ne vous donnera pas une appréciation comme ça au pif. Il va vraiment bien réfléchir d'après tout ce qu'il a dit pour pouvoir vous donner une bonne appréciation. Et vous allez voir que dans l'analyse des résultats, il y aura une bonne corrélation entre la satisfaction globale et les satisfactions, notamment dans le détail. Voilà. Et ensuite, maintenant, on va demander au client, notamment, quelles sont leurs recommandations. Là aussi, les recommandations, ce n'est pas une très bonne idée de dire au client quelles sont vos recommandations et de le mettre dans le vrac. C'est très important un enseignement des enquêtes déjà réalisées ou du système de réclamation ou des trucs comme ça pour voir quels sont les critères sur lesquels on peut faire notamment des réclamations. À ce niveau aussi, je peux vous donner un petit conseil. L'outil ServQual est un excellent outil, notamment les 10 déterminants de la qualité des services. Vous pouvez les utiliser comme base pour identifier notamment les pistes d'amélioration de la qualité du service. Vous pouvez aussi utiliser notamment le système d'offre de service pour voir aussi quelles sont les pistes, parce que l'offre de service, c'est dans la prestation, c'est les 10 déterminants. Ça, je crois que si vous les utilisez, vous ne passerez pas à côté. Ensuite, sur les services, comment les améliorer? Service de base principal, service de base annexe, service différenciateur, service facilitateur, etc. Ensuite, viennent les autres éléments du marketing mix des services, c'est-à-dire notamment la communication externe, la communication interne, la communication interactive, la distribution, donc la couverture et bien sûr et bien sûr la communication externe. Je crois que je l'avais déjà dit. Voilà. Plutôt bien sûr le pricing, le prix. Voilà. Donc ça, c'est des éléments sur lesquels, quand vous les mettez très très bien en exergue, vous pouvez avoir des très très bons critères sur lesquels les clients ne sortiront pas et ils pourront vous donner notamment les meilleures recommandations possibles. Voilà. Donc moi aussi, dans mon expérience personnelle, généralement, j'aime pas laisser les clients me donner spontanément des recommandations. Généralement, je propose à mes enquêteurs de leur donner les critères sur lesquels on veut des recommandations, parce que généralement, ce qui se passe, c'est que durant l'entretien, on n'a pas tout le souvenir dans sa tête, on ne pense pas à tout, mais quand on vous demande tel point, qu'est-ce que vous en pensez, tel point, tel point, tel point, tel point, ça permet au client à chaque point d'y repenser et de voir qu'est-ce qu'il va vous proposer. Ça vous permet d'avoir les meilleures pistes de solutions possibles notamment et de pouvoir améliorer de manière continue votre prestation de service, mais surtout d'avoir des clients particulièrement satisfaits. Voilà, bien. Alors, je voudrais m'arrêter à ces 5 notamment mesures d'évaluation externe de la qualité. On parlera certainement du mardi prochain des mesures internes d'évaluation de la qualité des services. Voilà, bien. Je voudrais, avant de partir, remercier très chaleureusement Mme Diaradat, qui est ma cousine, qui est aussi ma nièce, notamment. Voilà, c'est ça, de me fait comme on dit, voilà. Je l'adore énormément. C'est une femme d'une très très grande valeur. Voilà, malheureusement, je suis très très vieux, mais je contrôle tous ces gens-là qui sont des candidats
et ils auront affaire à moi. Elle est géniale, elle est parfaite. Voilà, donc ça c'est pour sa petite publicité et pour ma propre publicité parce que je suis aussi son oncle et je me positionne comme son oncle. Voilà, bien. Donc merci beaucoup la grande Anne-Marie Fall qui fait un job énorme. Merci beaucoup à Khalifa Diaby pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, comme Beau, comme Ablaïmbo, comme Amata Amassignan. Voilà, ça je ne vous le cache pas. Abdoulaye Ndiaye, extrêmement régulier. Voilà. Alors il demande, bonjour monsieur, comment appréciez-vous la révolte de certains clients face à l'ajustement des Illimix Orange? La révolte des clients n'a pas produit beaucoup de choses, voilà, parce que il est important quand on fait l'analyse stratégique de bien regarder. C'est vrai que nous, on est toujours dans l'approche, ce qu'on appelle l'approche LCAG, c'est l'approche force, faiblesse, opportunité, menace, mais je crois que Michael Porter a révolutionné la perception notamment de ce qu'on appelle la dynamique concurrentielle et les enjeux concurrentiels. C'est pourquoi il avait bien fait ressortir ce qu'on appelle les 5 forces concurrentielles. Et parmi les 5 forces concurrentielles, il y avait notamment le pouvoir de négociation des fournisseurs, le pouvoir de négociation des clients. Voilà. Ce qui se passe entre Orange et sa clientèle, c'est que les clients ont un très faible pouvoir de négociation. Voilà. Et malheureusement, s'il y avait des associations de consommateurs, beaucoup d'acteurs de la société civile qui les auraient accompagnés, oui, certainement, il y aurait un impact extrêmement important. Mais je crois que les gens sont partis en rang dispersé. L'autre aspect, c'est que Orange a plus de 60% ou peut-être même 70% de part de marché. Nous tous, peut-être 80% de notre répertoire, c'est des gens qui ont des numéros Orange. Voilà, si demain Orange décide de faire un blackout, bonjour les dégâts. Donc eux, ils ont vraiment rehaussé leur pouvoir de négociation face aux clients. Et c'est aux clients aujourd'hui de se battre eux aussi pour pouvoir notamment travailler sur la double consommation, notamment, ou la double fidélité, notamment à des marques, donc une consommation mixte en fait. Et ça permet notamment d'avoir un taux de nourriture bien réparti entre Orange, Free et notamment Tigo. Et l'idée sera que quand il y aura un équilibre par rapport au nombre pas une égalité, mais un équilibre par rapport au nombre d'abonnés, vous verrez que quelqu'un comme Orange aura un pouvoir de négociation extrêmement faible et ne pourra pas imposer ses règles comme il le fait. Mais il y a une vraie réalité du marché, c'est qu'il y a un pouvoir de négociation des consommateurs qui est particulièrement faible par rapport à Orange. Voilà, il a été le leader, il a perdu la main en certains moments, mais ensuite il s'est bien rattrapé. Voilà, bien. Je voudrais saluer très très chaleureusement ma complice, mon amie, ma nièce, ma cousine Oumou Djelanidad. Elle est extrêmement géniale, je l'adore, voilà, comme Rugiso. Voilà, je crois avoir salué tout le monde. Je ne sais pas maintenant si j'ai pris en charge toutes les personnes qui m'ont salué, mais je voudrais en tout cas vous remercier énormément pour votre attention, pour votre présence. Voilà. Je reste disposé à partager le savoir que j'ai. Si vous avez des questions ou si vous avez aussi des contributions, parce qu'il se peut que ce que j'ai dit ne soit pas très clair, il se peut même que ça soit gauche, que ça ne soit pas ça, il se peut que je me trompe aussi, parce que je ne suis pas quelqu'un de parfait, je ne suis pas aussi à la page aussi que tous ces gens qui me regardent. Donc je préfère qu'eux aussi ils aient la même générosité que nous, c'est-à-dire qu'ils disent, bah, écoutez monsieur, sur tel point je voudrais vous enrichir, ils le mettent en commentaire ou ils le disent en message privé, nous aussi avec beaucoup d'humilité on le dira, parce que je crois que c'est un truc ensemble, ou entre Africains, entre jeunes, enfin bon moi je suis moins jeune, on va se partager des informations pour que tout le monde gagne, c'est ça l'idée. Je vous souhaite tout le bien du monde, je vous souhaite beaucoup de générosité, beaucoup de gentillesse, beaucoup de réussite, voilà. Alors pour faire écho à ma soeur Anne-Marie Fall, protégez-vous, c'est très très important. La dernière fois, on avait vu des jeunes faire des défilés de mode, ils ont été pris par la gendarmerie, des jeunes qui jouent dans les terrains de football, des jeunes qui jouent dans les terrains de basket, des jeunes qui vont à la plage, ils le font sans y penser, voilà. Donc pour tous ceux qui sont des parents parmi vous, tous ceux qui sont des grands frères ou des grandes sœurs parmi vous, faites attention à ça. Généralement, on se dit, c'est les enfants, ils jouent à côté, c'est pas grave. Nous sommes des voisins, ça fait des dizaines d'années qu'ils jouent ensemble, c'est vrai. Mais aujourd'hui, c'est interdit par la loi. Donc, il est important qu'on puisse les maîtriser et les garder. C'est vrai que maintenant, comme dit Anne-Marie Fall, ça demande maintenant aussi d'avoir assez d'inventivité pour leur faire des activités qui puissent les garder à la maison. Voilà. Je souhaite en tout cas de tout cœur que Covid-19 disparaisse avant la fin de l'année. Que le mal soit terminé, mais je nous souhaite tout le mal à nous Sénégalais, d'apprendre aussi les enseignements du Covid-19 dans
le fait d'éviter le gaspillage, le fait de ne pas trop se rendre visite, ça ne sert pas à grand chose. Le fait de faire des cérémonies énormes, de gaspiller de l'argent, tout ça, je crois que nous avons beaucoup appris avec le Covid-19. On s'est rendu compte qu'on peut faire une Korité sans problème, on peut faire une Tabaski sans problème, on peut faire des fêtes où aussi personne ne va se gêner dans des heures indues. On se rend compte aussi que les jeunes qui sont dans les rues à crier tout le temps là, etc., ils peuvent s'en passer. Excusez-moi pour mes amis, les daïras ou en tout cas les communautés chrétiennes qui font des marches ou des trucs où il y a des haut-parleurs, tout ça, qui parlent, qui dérangent les gens. Ça se fait plus. Et vous avez vu que ça nous permet de mieux vivre. On vit mieux, on se couche tôt, on se réveille tôt, on ne gêne pas les gens, on ne bloque pas les routes, etc. C'est un enseignement énorme de Covid-19. Je voudrais que tout le monde, à commencer par moi-même, puisse notamment en prendre un enseignement extrêmement intéressant. Voilà. Je vous souhaite une très très belle soirée et me réjouirai de vous revoir très très bientôt. Merci, au revoir.